Bonjour à tous, je m'appelle Johan Benoît, je travaille en tant que data scientist à Xebia et en tant que technical officer. Je viens de vous parler aujourd'hui de TensorFlow. TensorFlow et plus particulièrement ses API haut niveau. Donc TensorFlow toujours plus haut. Ok, on va commencer par le commencement. Quand j'ai commencé à faire du TensorFlow à son démarrage, dans ses premières versions, c'était un code très très bas niveau. On recodait quasiment tout pour pouvoir implémenter ces réseaux de neurones et faire ces modèles de deep learning. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemblait. TensorFlow, du coup, ça représente les calculs sous forme de graphes, un graphe d'exécution, et on va fournir du coup chaque nœud en tant qu'opération, et chacun des liens va être des tenseurs, donc des matrices multidimensionnelles que vous allez faire passer d'une opération à une autre. Donc ça vous oblige à écrire, par exemple, plusieurs matrices sous forme de constantes, puis à écrire le produit matriciel. Ici, vous avez l'opération matmul. Et ensuite, on crée ce qu'on appelle une session TensorFlow pour pouvoir runner son code. Alors, c'est assez lourd, hein, vous pouvez le voir. Et en plus, ça, c'est juste un petit code tout simple. Si je veux m'amuser à créer ne serait-ce qu'une couche dense d'un réseau de neurones, déjà, pour essayer de l'encapsuler proprement dans un graphe, on va utiliser des statements with avec des namescopes. Et ensuite, définir chacune des variables, donc les variables qui vont constituer les poids de ma couche dense, puis le biais, et ensuite écrire, encore une fois, la fonction de multiplication matricielle entre les poids et la valeur de mon tenseur. On ajoute les biais, on fait une petite fonction d'activation. Tout ça, c'est merveilleux, mais vous voyez le nombre de lignes de code qu'il faut écrire pour juste une couche dense d'un pauvre réseau de neurones. Pareil pour écrire une couche convolutionnelle, toujours le même nombre de lignes de code, on va utiliser sauf que cette fois la fonction conv2d pour la fonction convolutionnelle. Mais encore une fois, c'est quelque chose de très lourd à écrire. L'avantage de ça, par contre, c'est on est capable de contrôler absolument tout ce qu'on fait. Sauf que quand ça fait la 12e fois qu'on écrit la même chose, on en a marre de contrôler tout ce qu'on fait et on veut commencer à aller plus vite. Donc c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long et on va utiliser du coup les nouvelles API, donc qui datent quand même déjà depuis plusieurs mois. Donc les API haut niveau qui vont permettre d'accélérer le prototypage, accélérer aussi la mise en production de nos algorithmes. Donc on va éviter de recoder la matrice à chaque fois et on va utiliser ce qu'on appelle Keras. Quelqu'un connaît Keras? Qui connaît Keras? Tout le monde connaît Keras, c'est merveilleux. Donc Keras, ça sert à quoi? C'est un framework pour le deep learning, c'est un framework à part entière. C'est un framework qui est très user-friendly. Vous allez pouvoir écrire dans une interface très simple et très homogène n'importe quel type de réseau de neurones. Pour le prototypage, c'est parfait. C'est modulaire. Vous allez pouvoir assembler et composer différentes couches d'un réseau de neurones de manière extrêmement simple. C'est extensible. Vous pouvez écrire vos propres couches si besoin. Et enfin, c'est pour tous les niveaux, c'est-à-dire du débutant en réseau de neurones qui veut commencer à prototyper rapidement, jusqu'à l'expert pour pouvoir écrire ses propres couches et faire rapidement ces réseaux de neurones. Il y a une librairie qui est indépendante, qui s'appelle Keras, mais depuis récemment, il y a l'API tf.keras qui permet d'embarquer Keras à part entière dans TensorFlow. Donc j'ai pas besoin d'avoir deux frameworks séparés. J'ai plus besoin d'utiliser Keras avec un back-end TensorFlow ou autre. Là, tout est embarqué dans TensorFlow. Alors pourquoi est-ce que je vais m'embêter à utiliser dans tf.keras si j'ai déjà ma librairie qui permet de tout faire? Si Keras, ça me permet de faire du deep learning hyper facilement. Bon, en fait, il y a beaucoup d'intégrations qui sont nativement présentes entre TensorFlow et Keras en utilisant tf.keras. Typiquement, je vais pouvoir utiliser ce qu'on appelle le Eager Execution Mode. Vous allez le voir juste à la fin, qui vous permet d'écrire du code de manière beaucoup plus Python-friendly. Il y a aussi une interaction avec l'API tf.data pour justement traiter les données de manière optimisée et pas forcément faire de la lecture de fichiers NumPy tout simple. Et enfin, c'est compatible avec la notion d'estimator qu'on va voir à la fin aussi, pour justement passer avec une API beaucoup plus qui encapsule le tout de l'entraînement jusqu'au serving de mon modèle. Donc l'avantage, en fait, c'est de pouvoir utiliser mon framework que je connais, qui est user-friendly, tout encapsulé dans l'ensemble des optimisations qui sont faites dans TensorFlow.
Alors, à quoi ça ressemble à un code Keras? Ici, il y a peut-être beaucoup de code, mais en fait, c'est le code complet pour écrire un réseau de neurones avec le dataset MNIST. Du chargement, il y a des datasets qui sont déjà présents dans Keras, jusqu'à la création de mon réseau de neurones avec ici l'API Sequential. Il suffit d'appeler le mode Sequential, d'enchaîner mes différentes couches de mon réseau de neurones. Ici, je vais juste concaténer dans un même vecteur mon image, écrire une couche dense, écrire du dropout pour killer quelques neurones pendant l'entraînement, une dernière couche dense qui doit faire la taille de mes classes que je cherche à prédire, et terminé. Ensuite, dans Keras, comment ça fonctionne? Il faut compiler son modèle avec une fonction de coût, ici la cross-entropie, puisque je suis sur la classification multiclasse. Je vais utiliser un optimiseur. Si je veux utiliser une valeur par défaut, ici Adam, j'ai juste à l'écrire comme ça, sinon je peux définir mon propre optimiseur avec son learning rate. Et enfin, les métriques que je veux calculer sur mes étapes de validation. Une fois que j'ai ça, j'ai plus qu'à lancer la méthode fit, exactement comme dans scikit-learn par exemple, sur mes jeux d'entraînement et mes labels d'entraînement, et la méthode evaluate pour évaluer les résultats de mon réseau de neurones. Très bien. Il y a une autre API dans Keras qui s'appelle la functional. Donc, vous voyez, assez peu de code qui change. C'est au niveau de la déclaration de votre réseau de neurones, où là, vous allez définir vraiment étape par étape vos couches de réseau de neurones et pas de manière séquentielle. Vous allez définir de manière fonctionnelle. Ici, vous avez par exemple la déclaration de vos inputs avec leur taille. Ensuite, la définition de votre couche dense, donc mon X ici, avec il y a le flatten. Le X ensuite qui redevient une nouvelle valeur avec un layers dense. Et à la fin, je fais appel à mon flatten ou à mon X au fur et à mesure. Ça me permet d'écrire des réseaux de neurones plus complexes et qui ne sont pas uniquement séquentiels. Ça veut dire que je peux avoir plusieurs inputs, plusieurs outputs et concaténer plusieurs réseaux de neurones entre eux. Donc c'est quelque chose qui va me permettre de créer des réseaux de neurones beaucoup plus complexes, typiquement des GAN ou autres. Et le reste fonctionne exactement de la même manière. Il suffit de compiler son code, d'identifier le fit et l'évaluate. Donc ici, je vous ai montré le code avec tf.keras. Il serait quasiment exactement pareil avec juste keras. Il suffit d'enlever les tf.keras. Ok. Et donc ça, c'est nickel, c'est génial. Mais quand est-ce que j'ai besoin de revenir à du code bas niveau? Parce qu'il existe toujours. Bon, c'est très très rare maintenant de devoir revenir sur l'API bas niveau de TensorFlow, à part si je veux faire des usages typiquement de recherche avancée, ou alors si je veux avoir un contrôle total sur chacune de mes étapes pour être vraiment sûr de tout ce qui se passe, ou pour implémenter vraiment des choses qui sont spécialisées, customisées. Ou alors quand je suis en train d'apprendre le deep learning, j'ai un super bouquin théorique, et je veux voir concrètement comment ça se concrétise sur du code en écrivant chacun des produits matriciels. Bon, je vais montrer un code simple, très bien. Maintenant, la vie, c'est pas juste du MNIST, c'est pas que des petits datasets, c'est pas des choses qu'on peut charger en mémoire tout simplement et tout facilement. Et là, en fait, on arrive à un problème très rapidement avec les anciennes versions de TensorFlow, c'est que c'est compliqué de gérer la donnée d'entrée. Si elle n'est pas stockée directement en mémoire, d'aller la chercher quand j'ai plusieurs fichiers de stockage, quand j'ai un stockage distribué, etc. Il y a plusieurs manières de faire, c'est un peu compliqué dans la documentation de se retrouver. Sauf maintenant avec l'API tf.data. Donc comme son nom l'indique, ça permet de traiter la donnée d'entrée. Ça permet de créer des pipelines complexes de gestion de vos données d'entrée, de la lecture de vos données, jusqu'à la création de transformation, de pré-processing de vos données, et puis aussi de gérer les notions de shuffle, de batching, bref, tout ce que vous avez besoin de faire pour donner en entrée de la donnée à votre réseau de neurones. Donc on n'est pas juste dans la lecture, hein, c'est toutes les fonctions de pré-traitement de vos données que vous allez encapsuler dans un même code et qui va vous servir de l'entraînement de votre réseau de neurones jusqu'à sa mise en production, son serving. Ce seront exactement les mêmes fonctions et donc je ne suis pas obligé de recoder exactement les mêmes fonctions quand je suis dans un environnement de production pour mettre à disposition mon modèle. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Il suffit de me créer ce qu'on appelle un dataset, ils ne sont pas foulés là-dessus, avec les fonctions tf.data.from tensor slices ou tf.data tf.records dataset en fonction de si ma donnée elle est en mémoire ou si, par exemple, dans le second cas, j'utilise des fonctions, des types de données qui s'appellent des tf.records, qui sont les formats de sérialisation
des données recommandées par TensorFlow. C'est un format binaire que vous pouvez utiliser. Vous pouvez convertir vos données directement dans ce format-là. Une fois que j'ai créé mon dataset, je vais utiliser des transformations qui vont me permettre de passer d'un dataset à un autre. C'est vraiment une API fonctionnelle. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire des appels à des méthodes type map pour transformer élément par élément les éléments de vos datasets et des fonctions qui vont prendre plusieurs éléments de vos datasets et pour les regrouper par exemple. Ça, c'est le cas du batch. Une fois que j'ai défini comment transformer mon dataset, je n'ai plus qu'à le donner en entrée à mon modèle. Et comment ça marche? Comment on entraîne un réseau de neurones? En général, c'est quelque chose d'itératif. Et donc, il faut créer des itérators. C'est le troisième point. Je vais me créer un make one-shot itérator, par exemple, pour faire une itération complète sur tout mon dataset. Donc, plusieurs choses. Comment est-ce que je crée mon dataset? Pour le créer, en fonction de ma donnée d'entrée, si j'ai un array NumPy, il me suffit de créer avec ma fonction from tensor slices. J'ai juste à lui fournir mes différents arrays NumPy. Je peux en avoir plusieurs. En général, à la fin, mon dataset, il doit pouvoir fournir des features, qui vont être soit des features numériques, soit des images, soit ce que vous voulez, et des labels associés si je suis dans un cas d'apprentissage supervisé. Ensuite, je peux avoir des TF records qui sont stockés sur disque à plusieurs endroits. Donc j'ai juste à lui fournir la liste des TF records qui sont stockés sur mon disque et à utiliser la fonction TF records dataset. Si j'ai un fichier texte, encore une fois, il y a une autre fonction faite pour ça, un text line dataset. Et si j'ai un fichier CSV, c'est encore en contrib, mais dans la prochaine version, ça va être directement pris en compte. Le CSV dataset, où là, je peux lui dire, il y a un header, il ne sélectionne que certaines colonnes, etc. etc. Donc, OK, j'ai chargé mon dataset dans un objet qui s'appelle maintenant dataset. C'est pas fini, maintenant, j'ai envie de le transformer. Le transformer, en général, si je prends des images, par exemple, j'ai envie de faire des rotations, j'ai envie de créer du blurring, j'ai envie de créer de la saturation, bref, de faire de la data augmentation, par exemple. Si j'ai du texte, je veux faire toute une phase de pré-processing pour pouvoir le donner en entrée à mon réseau de neurones. Ça, en général, c'était assez fastidieux avant. Maintenant, j'ai un ensemble de fonctions TensorFlow que je veux utiliser dans des maps pour les enchaîner les unes après les autres. Donc une fonction, une transformation, ça va prendre en entrée un tensor et ça va en sortir un autre tensor qui sera transformé. Donc, par exemple, j'avais mes données en format TF records, c'est bien, maintenant je les ai chargées dans un dataset. Maintenant, il faut bien que j'arrive à les parser. Pour les parser, je vais lui spécifier dans mon TF records, j'ai des informations de type la hauteur, la largeur de mon image, l'image en elle-même et le label. Je stocke tout dans un TF records. J'utilise la méthode parse single example. Et voilà, je n'ai plus qu'à l'appliquer tout en bas ici, dans la fonction map, pour appeler la fonction de parsing que je viens de créer. Donc je me crée des fonctions Python qui utilisent des fonctions TensorFlow. Et une fois que j'ai créé mon dataset, j'ai plus qu'à faire une fonction map pour le transformer en un autre dataset qui contient la forme qui m'intéresse. Et donc par exemple, si je veux faire du pré-processing de mes images, ici, dans mon cas de figure, je veux faire des flips, changer la brillance, etc. Je n'ai plus qu'à me créer une fonction qui va appeler différentes opérations TensorFlow pour me transformer mon image et donc me retourner ici mon image et mon label. Toujours faire attention de bien renvoyer les informations qui vous intéressent à fournir à votre réseau de neurones. Et donc, j'ai plus qu'à enchaîner un autre map avec cette fonction-là. Donc, vous voyez, j'ai plus qu'à faire les unes après les autres des opérations de map pour transformer ma donnée et la préparer avant de donner en entrée à mon réseau de neurones. Maintenant, il faut que je prépare mon workflow d'entraînement. Préparer mon workflow, ça veut dire quoi? Ça veut dire préparer mes batchs d'images dans mon cas de figure. On va donner à mon réseau de neurones à chaque fois des batchs de 32 images, par exemple. Bon, ça se fait avec la fonction batch. Ensuite, si je veux gérer plusieurs itérations sur mon dataset, on ne va pas s'arrêter à un seul tour sur le dataset en général, on va créer ce qu'on appelle plusieurs époques. Et donc, cette gestion des époques, ça se fait avec la fonction repeat. On va dire à notre dataset de répéter la lecture des données plusieurs fois. Si je ne mets pas de paramètres, c'est de manière indéfinie, tant que je lui dis pas stop. Si je mets un paramètre, ça veut dire fais-moi 4 époques, par exemple, conséquentes sur mon dataset. Et puis, ma donnée, peut-être qu'elle a été stockée avec un ordre alphabétique, par exemple. En général, c'est bien de la mélanger avant de la donner en entrée à mon réseau de neurones. Et pour ça, il y a la fonction shuffle qui va vous permettre
de mélanger vos données avant de donner en entrée à votre réseau de neurones. Et tout ça, ça s'enchaîne. Vous voyez ici, mon dataset, il avait les différentes fonctions de map pour extraire, pour parser mon TF Records, pour préparer mes images. Ensuite, je peux faire le shuffle, je peux faire le repeat, et puis faire mes batchs d'images. Il faut faire attention à un point, c'est au niveau de la performance qui est associée à ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? En général, quand je commence à travailler sur des GPU, voire même des TPU, en fait, les pipelines d'entrée de données, ça devient votre goulot d'étranglement, puisque vos machines sont tellement rapides pour faire les calculs que en fait, je n'alimente pas mon réseau de neurones suffisamment rapidement. Et donc, finalement, TF.data, ça fonctionne comment? Comme un ETL. Vous allez avoir la fonction de chargement de vos données. Vous allez avoir les fonctions de transform qu'on a vues là, qui se passent en général sur un CPU. Et après, ces données vont être envoyées au GPU ou au TPU pour faire les calculs qui sont conséquents de parcourir le réseau de neurones et faire les calculs de gradient. Donc pour ça, il faut optimiser du coup l'envoi des informations sur mes GPU. Il y a d'autres petites fonctions qui sont merveilleuses, qui sont par exemple le prefetching. Ça veut dire on ne va pas attendre d'avoir terminé de passer par mon réseau de neurones pour commencer la préparation d'un nouveau batch. Là, en fait, je vais envoyer mon premier batch préparé sur mon GPU, et puis dès que j'ai terminé, je commence la préparation d'un nouveau batch d'images. Donc ça me permet d'éviter justement ces temps de latence entre je prépare ma donnée, puis je passe à mon réseau de neurones, puis je reviens, je prépare ma donnée. Autre chose aussi, en général, votre CPU, il a plusieurs cœurs. On va se servir de ça dans les fonctions de map, puisque les maps, c'est tout bêtement des fonctions de transformation élément par élément. Donc j'ai pas besoin de savoir ce qui se passe chez mon voisin pour faire une transformation. Donc je vais utiliser les différents cœurs de mon CPU pour préparer tous les éléments qu'il y a dans mon batch d'image. Une fois que j'ai préparé mon dataset, je n'ai plus qu'à préparer mon réseau de neurones, exactement le même code que je vous ai montré tout à l'heure, et appeler sa méthode fit. Quand j'avais simplement des arrays NumPy comme tout à l'heure, la méthode fit, ça se faisait sur dataset mes images, mes labels, et nombre d'époques, et une taille de batch. Là, avec tf.data, je n'ai plus à spécifier la taille de mon batch, je l'avais déjà préparé avant. J'ai plus besoin de spécifier le nombre d'époques, c'est pareil, je l'ai précisé avant. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est lui donner mon dataset, qui lui va renvoyer les images et les labels, et renvoyer ici j'ai mis le nombre d'époques, mais il n'y a pas besoin, et expliquer combien je veux faire de steps par époque. Je ne suis même pas obligé de passer sur toutes les données de mon dataset. Je peux vouloir faire une centaine de steps sur une époque et après recommencer. Donc voilà, ça c'était pour tf.data, pour préparer vos données d'entrée. Maintenant, dans le code que je vous ai montré, j'ai présenté un réseau de neurones très simple pour pouvoir prédire les données MNIST ou n'importe quel type de traitement d'image. Autant dire que je ne vais pas aller très loin avec ça. En général, quelque chose qui est fait très souvent en next step pour le traitement d'image, c'est du transfer learning. Et c'est exactement pareil aussi pour la donnée de texte. On va utiliser ce qu'on appelle des embeddings, donc des vecteurs précalculés pour mon texte. Ça, le transfer learning, l'idée, c'est de prendre un réseau de neurones qui a déjà été entraîné sur un autre dataset beaucoup plus volumineux, sur beaucoup plus de puissance de calcul, et reprendre les mêmes poids de ce réseau de neurones et ne rentraîner que la fin, que les dernières couches, pour le spécialiser sur ma tâche à moi. Pour faire ça, il y a un outil magnifique dans TensorFlow qui s'appelle TensorFlow Hub. Donc un peu comme un Pokédex, vous allez avoir tous vos modèles qui sont prêts à votre disposition, et vous n'avez plus qu'à les choisir. Ça, c'est un exemple de code avec tf.keras. Si je veux faire du transfer learning avec simplement Keras, je n'ai pas besoin de TensorFlow Hub. Dans Keras, j'ai déjà des réseaux de neurones pré-entraînés pour lesquels je peux télécharger les poids. Ici, par exemple, j'ai pris NASNet, qui est un type d'algorithme de deep learning pour le traitement d'images. Il a des poids qui ont été entraînés sur un dataset qui s'appelle ImageNet, qui contiennent des millions d'images pour 1000 classes différentes. Et j'ai plus qu'à lui préciser, ne m'inclus pas les dernières couches de ce réseau de neurones, je veux juste les premiers poids qui correspondent à ma base convolutionnelle. Et voici la taille de mes images d'entrée. Une fois que j'ai ça, j'ai plus qu'à utiliser cette base convolutionnelle dans mon API sequential pour
pour rajouter cette base fonctionnelle et rajouter des dernières couches denses. Et ensuite, par contre, pour éviter d'avoir à réentraîner tous ces poids qui sont déjà entraînés pour moi, je vais friser les poids de ma base conditionnelle pour n'apprendre que les poids de ma dernière couche. Donc ça, c'est très bien. Par contre, avec Keras, j'ai qu'un ensemble limité de modèles que je peux utiliser avec des poids pré-entraînés. Avec TensorFlow F, je vais avoir accès à une quantité beaucoup plus importante de modèles que je vais pouvoir utiliser pour n'importe quel type d'usage. Donc TensorFlow F, c'est une librairie pour publier, découvrir et consommer des modèles de machine learning pré-entraînés sur des modèles, sur des datasets qui ont été éprouvés. C'est ce qu'on appelle un modèle zoo. C'est une mise à disposition de modèles pré-entraînés à destination du plus grand public. Donc ça fonctionne sous forme de modules. Un module, c'est quoi? C'est un morceau indépendant d'un graphe TensorFlow que vous allez pouvoir réutiliser et ajouter des choses à votre graphe avec vos propres opérations. Donc ça vient avec tous les poids qui ont été entraînés. Les modules, ils sont utilisés pour faire du transfer learning, donc ça veut dire pour accélérer votre entraînement de réseau de neurones, travailler sur des datasets où vous n'avez pas beaucoup de données, ou pour pouvoir généraliser l'apprentissage de vos algorithmes. Finalement, vous pouvez l'utiliser pour faire aussi du fine-tuning, c'est-à-dire, ok, je vais rentraîner mes dernières couches, mais aussi réentraîner certaines parties de ce réseau de neurones déjà entraîné. Avant TensorFlow, il y avait une librairie qui s'appelle TF-Slim, qui avait ça, mais qui était beaucoup plus compliqué à utiliser. Là, l'API est beaucoup plus homogène et c'est une seule et même manière de l'utiliser. Donc, typiquement, si vous allez sur l'interface graphique de TensorFlow Web, vous allez avoir accès à tous ces modèles. Il y en a pour des images, il y en a pour du texte, il y en a pour de la génération de données, donc des GAN. Et vous allez pouvoir spécifier, ben moi je veux tout le réseau de neurones jusqu'à la classification, ou alors je veux que le feature vector, par exemple, donc juste l'ensemble moins les dernières couches. Et donc pour l'utiliser, je vais simplement aller chercher l'URL du modèle qui m'intéresse, utiliser la fonction hub.module, mettre mon URL, et là, paf, je récupère mon module, donc qui est un morceau de graph TensorFlow que je vais pouvoir utiliser avec Keras par exemple. Un module va avoir plusieurs signatures. Il y a une signature par défaut. Vous allez pouvoir récupérer l'ensemble de classifications ou juste le feature vector par exemple. Et vous allez récupérer l'information de qu'est-ce qu'il va falloir en entrée et qu'est-ce qu'il va fournir en sortie. Donc quelques exemples. Vous allez pouvoir faire de la classification d'images. Vous allez pouvoir récupérer des feature vectors, donc passer d'une image à un vecteur de taille fixe qui va représenter votre image et sur lequel vous allez pouvoir brancher des couches denses de votre réseau de neurones. Vous allez pouvoir faire de la classification de vidéos. Il y a déjà des algorithmes implémentés et pré-entraînés pour vous pour classifier automatiquement chacune des frames de votre vidéo. Pour du texte, il y a des embeddings, donc des transformations de mots en vecteurs pour pouvoir faire des calculs de similarité, par exemple. De l'object detection, être capable, sur une image, de dire ici, il y a une image qui représente un chien, ici, il y a une image qui représente un chat. Et enfin des modèles génératifs, donc des GAN pré-entraînés. Vous allez avoir accès au générateur de ce GAN pour pouvoir générer des nouvelles images sur des datasets de visages de célébrités par exemple. Il n'y a pas accès par contre au discriminateur, donc la deuxième partie d'un GAN qui vous permet de dire ça c'est une image fausse, ça c'est une image vraie. Et donc, si je veux utiliser TensorFlow Hub avec Keras, c'est complètement possible. Il me suffit de récupérer l'URL, de me créer mon module. Je me crée une petite fonction de feature extractor et je l'utilise dans une fonction Keras qui s'appelle lambda, donc qui va pouvoir prendre en compte dans une fonction Python. Et donc ça, c'est le premier élément de mon réseau de neurones et j'ai plus qu'à rajouter ma couche dense comme je l'ai fait dans l'exemple de tout à l'heure. La seule différence avec un code qui n'utilise pas TensorFlow Web, c'est qu'on a besoin d'initialiser les variables avant de lancer l'entraînement complet du modèle. Donc ça veut dire rajouter ces dernières lignes de code, récupérer la session et lancer le init des variables globales. C'est la seule différence. À mon avis, c'est quelque chose qui devrait sûrement changer d'ici peu. Bon, comment on encapsule tout ça dans quelque chose qui tient la route, qui va du prototype jusqu'à la production? Ça, c'est ce qu'on va appeler maintenant les estimators. Les estimators, c'est une autre API au niveau de TensorFlow, encore une, qui va vous permettre de simplifier vos workflows de machine learning. Globalement, ça va encapsuler les étapes d'entraînement, d'évaluation, de prédiction et de serving de vos modèles. Donc ça fait vraiment tout, même le café. Globalement, il y a deux choses. Il y a les estimators qu'on appelle pre-made, donc c'est des estimators déjà implémentés pour vous, ou alors vous pouvez implémenter vos propres estimators
à votre sauce avec vos propres fonctions. Ça sert à quoi de vouloir faire un truc aussi gros qui encapsule tout ça? Bah, ça permet de passer typiquement d'un environnement local CPU à un environnement multi-GPU ou TPU sans avoir à modifier le code qui correspond à la création de votre modèle. C'est une interface qui est unifiée pour partager le code et c'est compatible avec tf.keras et tf.data. Et donc globalement, vous n'avez pas besoin de générer le graphe, comme je vous ai montré tout au début, pour, euh, pour générer votre réseau de neurones et faire votre entraînement. Donc, en général, la gestion des données, donc une fonction d'input va se gérer séparément. Puis, vous allez avoir un estimateur qui va encapsuler une model function et qui va pouvoir vous mettre à disposition des fonctions d'entraînement, d'évaluation, de prédiction et d'export pour le serving. Les estimateurs pré-implémentés pour vous, à quoi ça va vous servir? Ils permettent de gérer tous les détails d'implémentation. Vous n'avez pas besoin d'utiliser quoi que ce soit. C'est un peu comme vous utilisez un modèle dans scikit-learn. Vous allez pouvoir utiliser un réseau de neurones profond, comme ça en quelques clics. Donc les valeurs par défaut, en général, elles sont raisonnables. Vous pouvez les utiliser pour un grand nombre de cas de figure. Et le même estimateur va pouvoir être utilisé, quel que soit le nombre de features que vous allez vouloir rajouter. Et donc en général, c'est aussi implémenté avec les best practices d'optimisation de TensorFlow, donc vous n'avez pas besoin de vous soucier de ça. Le fonctionnement, c'est je vais créer une fonction d'import de mes données avec tf.data. Je vais créer ce qu'on appelle des feature columns. Donc comment est-ce que je vais gérer les features de mon modèle, soit des features pour la donnée tabulaire, soit une feature qui représente mon image ou mon texte. Instancier mon estimator et puis faire appel aux méthodes train, evaluate pour l'inférence. Et inférence. Les feature columns, l'avantage c'est que vous allez pouvoir gérer n'importe quel type de données d'entrée. Vous pouvez faire du machine learning classique maintenant avec les estimators dans TensorFlow. On ne parle plus forcément que de deep learning. Il y a des fonctions, il y a des modèles pour faire des modèles linéaires, pour faire des gradient boosting. Vous allez pouvoir faire des traitements de machine learning classiques. Donc typiquement, traiter de la donnée numérique avec numérique column. Vous allez pouvoir faire du bucketizing, donc être capable de prendre une variable numérique et de la bucketiser en plusieurs catégories, plusieurs valeurs. Catégoriser avec du vocabulaire. J'ai une variable catégorielle avec un ensemble de vocabulaire. Je veux mettre ça sous forme de données numériques. Et enfin, faire de l'embedding, donc apprendre automatiquement un vecteur qui va représenter chacune de vos catégories ou chacune de vos phrases. Et donc ces fameux estimateurs préimplémentés, il n'y en a pas encore des masses, hein, mais il y en a déjà un certain nombre, notamment les DNN classifiers et régresseurs, donc c'est des réseaux de neurones profonds qui sont simples, hein, ce n'est pas du convolutionnel, ce n'est pas du RNN, c'est des réseaux de neurones simples, mais vous allez pouvoir spécifier X couches de votre réseau de neurones et autant de features que vous voulez. Enfin, vous avez aussi des modèles de machine learning classiques, donc des modèles linéaires, linéaire classifier, linéaire régresseur, des modèles qu'on va appeler wide and deep learning, donc combiner à la fois des réseaux de neurones et des modèles linéaires, et enfin des gradient boosting pour faire des apprentissages un peu plus avancés en machine learning. Donc ça c'est plutôt pas mal et on voit qu'en fait TensorFlow commence à aller un cran au-delà du deep learning pour aller finalement toucher à tous les sujets autour du machine learning. Pour instancier ça, qu'est-ce qu'il vous faut? Vous allez instancier un DNN classifier par exemple, vous allez lui spécifier que vos hidden units, vous allez en avoir un certain nombre, vous spécifiez le nombre de neurones par couche, et puis les feature columns que vous avez créées précédemment. Ensuite, vous allez spécifier des spécifications, des specs, pour l'entraînement et pour l'évaluation. Vous allez peut-être avoir différentes manières de gérer votre donnée, par exemple, pour l'entraînement que pour l'évaluation. Typiquement, pour de l'image, la partie augmentation de données, donc flip, rotation, etc., vous allez le faire que pour l'entraînement, pas pour l'évaluation. Donc vous allez pouvoir avoir deux manières de processer votre donnée et donc spécifier ça différemment dans vos spécifications ici. Et ensuite, je peux utiliser la méthode directement train and evaluate, je fais les deux d'un seul coup, pour spécifier voici comment on entraîne, voici comment on évalue, et voici le nombre d'itérations que je veux faire. Donc ça c'est une manière très très simple, et finalement ça va commencer à venir concurrencer des librairies type scikit-learn.
Si vous êtes un peu plus customisé, vous voulez créer vos propres estimators, ce que vous allez devoir faire, c'est créer votre propre modèle function. Donc c'est là que vous définissez votre réseau de neurones. Et puis après, un ensemble de fichiers de configuration. Typiquement, ces configurations, ça peut être comment gérer les checkpoints ou alors comment gérer votre stratégie de distribution. Pour passer du local à un environnement multi-GPU, bah, vous allez avoir une autre stratégie de distribution de votre modèle qui va vous permettre de gérer ça. Et enfin, l'ensemble des hyperparamètres que vous voulez fournir à votre modèle. Bon, c'est un peu compliqué à tout créer from scratch. Par contre, si vous avez créé un modèle en Keras, vous pouvez passer d'un modèle Keras à un estimator avec une simple fonction qui s'appelle modèle toEstimator et non pas modèle toEstomator. Donc, votre modèle Keras créé tout à l'heure, vous allez pouvoir utiliser la fonction estimator.modèle toEstimator avec votre modèle en paramètres. Et paf, ça vous crée directement un estimator avec les bonnes fonctions implémentées pour vous. Donc, en général, quand vous avez besoin d'utiliser les estimators, une bonne pratique, c'est plutôt de commencer avec Keras, de générer votre estimator. Et après, tout ce que vous avez à faire, c'est créer vos fonctions de gestion de vos données d'input. Ici, je vous ai mis un exemple avec tf.data. Vous allez pouvoir utiliser ici des données qui sont dans des arrays NumPy, créer vos fonctions de shuffle, de batch, de repeat, et fournir en retour votre dataset. Et ça, c'est votre point d'entrée. Vous n'avez plus qu'à appeler votre fonction train de votre estimator en fournissant en lambda votre input function et en expliquant ce que vous allez vouloir mettre dedans. Donc c'est quelque chose d'assez simple une fois qu'on a déjà fait notre modèle Keras. Si vous avez tout besoin de réimplémenter from scratch, là ça prend un peu plus de temps. Par contre, c'est quelque chose qui est uniforme pour quels que soient les modèles et vous allez pouvoir passer de local jusqu'à CPU, jusqu'à GPU, jusqu'à TPU très simplement. Il va falloir juste spécifier quelle est la stratégie de distribution ou les configurations de running. Bon, bah, du coup, ça sert à quoi? TF.Keras, estimator, j'utilise quoi? En général, moi, je vous conseille de rester avec tf.keras. Ça permet de rester du prototype jusqu'à la mise en production. Surtout que maintenant, avec Keras, vous êtes capable d'exporter votre modèle sous le format save model, qui est le format générique de TensorFlow à partir de maintenant, et qui vous permet de passer d'une plateforme à une autre hyper simplement. Par contre, il y a les estimateurs préimplémentés qui sont hyper simples à utiliser. Donc là, je vous conseille de l'utiliser. Et quand vraiment vous allez utiliser des environnements de travail qui nécessitent des estimators, là, vous avez juste pas le choix. Mais sinon, en général, même si vous n'avez pas le choix, vous utilisez Keras et après passez en modèle to estimator. Bon, ça reste pas très Python friendly tout ça. Hein. On utilise des lambda, on utilise des input functions, etc. Et on reste toujours avec cette notion finalement, ce graphe ça sert à quoi et comment est-ce que j'arrive à débugger mon code si je suis obligé de passer par des tensors et que je suis obligé de ensuite lancer les estimations pour pouvoir avoir mes résultats. C'est là qu'on va faire appel à la eager execution. Eager execution, c'est ce qui va vous permettre de générer du code quasiment comme du code Python, du script Python facilement. Bon, c'est quoi le problème finalement? C'est TensorFlow, c'est un moteur d'exécution orienté graphe. Ça veut dire qu'on va, c'est ce qui a été lui reproché, ça nous oblige à déclarer toutes les opérations, puis après lancer le tout dans une session à part. C'est pas très commun pour le monde du Python. Et par contre, l'avantage de ça, c'est que ça permet de faire de la différenciation automatique. Ça permet de déployer sur n'importe quel type de serveur ou smartphone sans avoir à installer du Python, par exemple. C'est des optimisations au niveau du graphe. Donc c'est mieux d'avoir l'ensemble des opérations pour faire l'optimisation en général. Et ensuite, la distribution se fait automatique, de manière automatique. Je mets ça entre guillemets parce que des fois, c'est assez compliqué de faire un entraînement distribué. Mais théoriquement, on peut se faire ça sur des centaines de machines. Bon, la eager execution, ça va vous servir à quoi? Ça va vous permettre de débugger via vos outils d'analyse de code. Ça va vous permettre de coder de manière plus dynamique et ça permet d'itérer beaucoup plus rapidement pour la création de vos modèles. Et vous allez pouvoir aussi faire des tests unitaires dans votre code. Vous allez pouvoir regarder à chacune des étapes où est-ce que vous en êtes, pouvoir envoyer de la vraie donnée, pas juste des tenseurs, sur chacune des étapes de votre modèle, et vraiment le créer de manière itérative. Donc par exemple, ici, il suffit d'instancier l'eager execution mode et utiliser les fonctions de TensorFlow avec un petit print, récupérer les résultats. Et donc ça, c'est exécuté automatiquement. Il n'y a pas besoin de faire appel à un session.run, etc. Bon, en conclusion, ça a l'air bien.
Mais l'Eager Execution, on va l'utiliser pour le prototypage, pour la recherche, pour le débugage, pour les tests unitaires, mais ça reste pas aussi performant que le mode graph qui, celui-là, va être priorisé pour la production et pour les entraînements sur des gros volumes de données. Par contre, en fait, on peut passer d'un code écrit en mode Eager Execution à un mode graph avec les tf.function et des fonctions qui s'appellent autograph. Donc vous allez bientôt plus avoir à vous soucier de ça et écrire du code TensorFlow de manière impérative comme vous aimeriez le faire pour pouvoir débugger votre code facilement. Bon, tout ça c'est bien, mais est-ce que ce sera encore présent demain? Parce que ça bouge toutes les semaines TensorFlow, c'est bien gentil. Et en plus, on m'a parlé de TensorFlow 2.0. Est-ce que tout ce que je raconte, ça va toujours tenir? Eh bien oui, parce que tout ce que je vous ai expliqué là, toutes ces API haut niveau, finalement, ce seront les API de base de TensorFlow 2.0. Ça va ressembler à quoi? En fait, il va y avoir un focus principal sur la facilitation d'utilisation de TensorFlow. Donc, le tf.keras et le mode Eager Execution, ça devient le défaut. Le déploiement, il se fait de manière robuste sur n'importe quel type de plateforme. Et puis, les API sont simplifiées et il n'y aura plus de tf.contrib, ça c'est fini. Ils vont enlever l'ensemble des choses qui sont difficilement maintenables et vraiment simplifier l'API et l'homogénéiser. Donc par exemple, pour la phase d'entraînement, vous allez utiliser tf.data, les feature columns. Vous allez pouvoir utiliser tf.keras ou les estimateurs pré-entraînés, ou alors utiliser TensorFlow Hub. Le tout, vous allez spécifier une stratégie de distribution de votre modèle, en local ou sur un environnement distribué, passer par CPU, GPU, TPU. Le modèle va être sauvegardé sous forme d'un format qui s'appelle Sage Model. Et puis le tout, vous allez pouvoir le déployer sur TensorFlow Serving, sur TensorFlow Lite, TensorFlow JS et n'importe quel autre langage. Donc l'API va être extrêmement unifiée, chose qui n'était pas forcément faite facilement avant. Donc pour construire vos modèles, c'est quelque chose de simple, hein, pour résumer. Vous passez d'abord par tf.data, ça va vous permettre de construire vos pipelines d'input de données, du chargement jusqu'à la transformation, jusqu'aux préparations de vos batchs et de vos shuffles. Vous allez utiliser les tf.featureColumn pour gérer vos features dans le cas de machine learning. Et puis vous allez gérer la donnée, qui soit en mémoire ou non, peu importe. Et là, vous allez pouvoir gérer des grosses volumétries de données. Ensuite, on passe par tf.keras ou les estimateurs pré-implémentés. Donc ça vous permet d'écrire du code de manière de le prototyper assez rapidement. Et puis d'utiliser TensorFlow Hub si vous voulez faire du transfer learning. Après, le run et le debug, ça se fait via la Eager Execution. Et je peux utiliser tf.function pour passer du mode Eager au mode graph, de manière assez transparente pour moi. Et puis, faut savoir que Eager Execution, ça va devenir la valeur par défaut, le mode par défaut dans TensorFlow 2.0. Vous spécifiez votre stratégie de distribution. Donc, local mode, il n'y a rien à faire. Mirror stratégie, si vous voulez dupliquer vos graphes sur différentes machines pour du multi-GPU, par exemple. Donc ça vous permet de le faire de manière assez simplifiée, quel que soit le hardware que vous allez avoir en face. Et enfin, vous allez exporter votre modèle qui a été entraîné avec du Sage Model, qui est le format généralisé dans TensorFlow pour quelle que soit la plateforme cible. TensorFlow Serving, Lite, TensorFlow JS, n'importe quelle autre utilisation. Donc vous allez pouvoir exporter votre modèle et le faire utiliser par n'importe quel de vos devices. Enfin, c'est ce fameux déploiement qui est robuste. Je vais vous préciser un petit peu. TensorFlow Serving, c'est l'API générale pour faire du serving de vos modèles via du HTTP, du REST ou via du gRPC. TensorFlow Lite, justement, quand on veut déployer un modèle sur une application mobile, on va passer par ça. C'est une version allégée de TensorFlow pour pouvoir utiliser sur vos différents devices et déployer vos modèles sur du Android, du iOS, du Raspberry Pi, bref, peu importe, c'est indépendant de la plateforme. Et enfin, vous pouvez utiliser du TensorFlow JS donc pour pouvoir embarquer un modèle de machine learning, de deep learning sur votre browser directement. Et avec TensorFlow JS, vous pouvez même entraîner vos propres réseaux de neurones sur votre browser, mais autant dire que c'est pas forcément fait pour ça, je pense, votre browser. Mais vous pouvez spécifier un peu plus, spécialiser un peu plus vos modèles avec de l'entraînement directement. Et forcément, j'en ai oublié d'autres, mais il y a des API en C, en Java, en Go, en R, de ce que vous voulez. Donc en conclusion,
TensorFlow, au début, c'était un framework pour faire du deep learning, un peu comme Keras. Il y avait déjà le focus de passer du proto à la mise en production, mais c'était très compliqué de mettre ça en place. Aujourd'hui, c'est tout un écosystème pour faire des applications de machine learning, pas que de deep learning, et donc sur toutes les étapes d'un workflow, de chargement de la donnée jusqu'au déploiement dans des environnements de production, quels que soient ces environnements, et pour n'importe quel type d'utilisateur, avec les API très haut niveau pour de nouveaux utilisateurs jusqu'aux API plus bas niveau si on veut vraiment rentrer dans le détail, et pour n'importe quel type de plateforme. Donc voilà, j'espère que ce petit tour des API haut niveau vous a permis de mieux comprendre comment ça se passe. Et sur ce, je vous fais un petit aparté sur notre magnifique conférence Axebia qui s'appelle DataXD, donc pour lesquels les CFP sont ouverts pour ce type de talk sur data science comme sur le data engineering. Et sur ces belles paroles, je vous remercie, vous souhaite une bonne après-midi.